Mais je voulais simplement donner quelques réflexions parce que est-ce qu'on connaît bien de quoi on parle? Alors je vous livre à votre réflexion, voire votre sagacité, ceci. La loi de 1905, loi de liberté authentiquement laïque, qui transcrit juridiquement le principe de laïcité, à savoir la liberté de conscience, et donc la séparation des églises et de l'État, le mot laïcité n'y figure pas. Par contre, dans le projet de loi qui s'appelle maintenant « Confortant les principes républicains », auparavant intitulé « Séparatisme », puis au pluriel « séparatisme » avec un S, absolument anti-laïque et répressive, puisqu'il vise à contourner les lois de 1901 et 1905, le mot « laïcité » y figure au moins 2 fois, en tout cas dans le document initial que soumis au Conseil d'État. Je n'ai pas lu le dernier document du Conseil des ministres, il avait été modifié. En fait, donc, cette réflexion, je vous la laisse. Une loi laïque ne prononce pas le mot laïcité, une loi anti-laïque prononce le mot laïcité. La loi de 1905 n'est pas tombée du ciel, si vous me permettez cette expression. Elle résulte d'une très longue maturation qui, pour rester dans l'époque moderne, a vu sa première manifestation lors de la Révolution française, juridiquement établie par la loi du 3 Ventose de l'an 2, 21 février 1795, qui annonce déjà ce que sera repris par la suite dans la loi de 1905. Je ne vais pas vous la lire, elle n'est pas très longue, mais je vous en donne quelques éléments. En 1795, article 1er, et bien sûr, conformément à l'article de la Déclaration des droits de l'homme et l'article 122 de la Constitution, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. Article 2, la République n'en salarie aucun. Article 3, elle ne fournit aucun local pour l'exercice du culte, ni pour les logements des ministres. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements, costumes affectés à des cérémonies religieuses, etc. etc. Je ne vais pas toute la lire, mais il y a tous les éléments qu'on retrouvera au moment de la loi de 1905. Mais déjà, c'est la première manifestation, première volonté lors de la Révolution française. La deuxième fois, c'est précisément lors de la Commune de Paris en 1871, et je vous cite le décret du 4 avril 1871, composé seulement de 4 articles, dans une formule condensée, à l'instar de la Commune d'ailleurs, qui n'a duré que 2 mois et 10 jours, qui comporte aussi tous les éléments essentiels faisant le lien entre 1795 et 2005. La Commune de Paris, considérant que le premier des principes de la République française est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, considérant que le budget des cultes est contraire au principe puisqu'il impose des citoyens contre leur propre foi, considérant en fait que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté, décrète, article 1, l'Église est séparée de l'État. Article 2, le budget des cultes est supprimé. Article 3, les biens dits de main morte appartenant aux congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriété nationale. Article 4, une enquête se fera immédiatement sur ces biens pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la nation. C'est la déclaration de la Commune de Paris. On reprend là aussi, là-dedans, de manière très condensée, tout ce qui va faire la loi de 1905. Et bien sûr, la troisième fois, ce sera la bonne avec la loi de 1905. Elle vient de loin quand même, elle a surtout été précédée à la fin du XIXe siècle de plusieurs lois posant progressivement des pierres aidant à inscrire dans le marbre la loi, les outils juridiques garantissant les libertés démocratiques. Je vous les cite très rapidement concernant l'enseignement. La loi du 27 février 80 qui exclut les représentants des religions du Conseil supérieur de l'instruction publique. La loi du 18 mars 1880 qui donne le monopole de l'État de la collation des grades. Auparavant, chacun pouvait donner les diplômes qu'il voulait. J'en ai une. La loi du 28 mars 82 laïcisant les locaux et programmes de l'école primaire. La loi Goblet du 30 octobre 1886 de laïcisation des écoles primaires publiques. Voilà un peu, il y en a d'autres sûrement, voilà ce qui concerne l'enseignement. Mais aussi, sur le plan social, il y a la loi de 1881, liberté de la presse. On a manifesté récemment contre la loi sécurité globale qui dénature la loi de 1881. La loi de 1884, la liberté syndicale. La grande loi de 1901 sur la liberté d'association. Alors, cette loi de 1905 est une loi mûrement réfléchie, très bien préparée, qui devient une loi de grande liberté. Juste pour vous dire
que non seulement elle n'est pas tombée du ciel, et qui plus est, elle n'a pas été écrite, votée en urgence ou de manière accélérée, comme nous assistons hélas aujourd'hui dans certains travaux parlementaires. Il y a eu 6 mois de débat, de mars 1905 à décembre 1905. Mais il faut savoir aussi que préalablement, une commission parlementaire, dite des 33, puisqu'il y avait 17 parlementaires du bloc de gauche et 16 parlementaires de l'opposition, est constituée le 11 juin 1903 sous la présidence de Ferdinand Buisson, qui était libre-penseur, membre de la Ligue des droits de l'homme et membre de la Ligue de l'enseignement. Cette commission est chargée son titre, commission chargée d'étudier les propositions de loi relatives à la séparation des églises de l'État et à la dénonciation du concordat. Elle fera son travail jusqu'à l'ouverture de la session parlementaire. Elle comporte 1500 pages de compte-rendu des travaux. Aristide Briand sera nommé rapporteur définitif le 6 juillet 1904 et déposera son rapport. La discussion parlementaire s'ouvre le 21 mars 1905 et se clôturera le 9 décembre avec le vote de la loi. Il faut savoir que la commission avait fait une proposition où tous les membres, les parlementaires de la commission s'étaient entendus sur un seul texte. Alors qu'auparavant, il y avait plusieurs lois pour proposer séparation des églises de l'État, qui allait de l'extrême gauche à la droite. Quand je dis de l'extrême gauche à la droite, de l'époque, ça voulait dire tout simplement que Jaurès était dans le Parlement, était pour la séparation des églises de l'État, mais Clémenceau, qui était plutôt classé à droite, était pour la séparation des églises de l'État, Aristide Briand, qui était plutôt au centre, était pour la séparation. Et tous ces parlementaires, quand je viens de citer, Allard, qui était plutôt à l'extrême gauche, guédiste, tous ces parlementaires étaient tous membres de la libre pensée. Et bien souvent, membres aussi, pour certains d'entre eux, de la Ligue de l'enseignement. Voilà ce que je voulais vous dire en cette commémoration de la loi de 1905. Et ce qui est important, parce que Carole l'a dit au début, on a appelé à cette petite manifestation commémorative la Ligue des droits de l'homme, la Libre Pensée et la Ligue de l'enseignement. Ce sont les 3 associations qui constituent le bloc historique de la défense de la laïcité et surtout d'avoir préparé cette loi de liberté de 1905. Pour vous donner quelques éléments que vous connaissez tous, mais vaut mieux les dire, la libre pensée, les regroupements de libres penseurs se constituent dès 1848 et c'est Victor Hugo qui emploie l'expression le premier en 1850 de la libre pensée. En 1860 paraît un hebdomadaire, le Libre Penseur, jusqu'en 1862. De nombreux libres penseurs se retrouveront dans la construction de l'Association internationale du travail, la première internationale, avec Karl Marx. La Ligue de l'enseignement est créée, elle, en 1866, dans la même période. Et la Ligue des droits de l'homme est créée en 1898. Ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que de nombreux militants appartiennent aux 3 associations en même temps, à l'instar de Ferdinand Buisson. De nombreux parlementaires du début du XIXe siècle appartiennent à la libre pensée, je disais en passant par Jaurès, Aristide Briand et Georges Clémenceau. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.